sur cette question des ayants droit, en effet, et on aura un regard croisé ensuite avec Sébastien Soriano côté régulation. Mais d'abord, les ayants droit avec une belle bataille qui est en train d'être gagnée justement par ces sociétés de droits d'auteur sur la réforme du droit d'auteur au niveau européen. Belle victoire, on sera fixé au mois de décembre exactement, avec la validation ou pas par le Parlement européen. A priori, on s'achemine plutôt vers une validation. Concrètement, vous avez gagné une bataille mais pas la guerre ? Avec un micro, ce serait encore mieux. Non, je pense qu'on a gagné au moins une bataille. On verra si on gagne la guerre. Il y aura d'autres batailles dans l'avenir, je pense. Les choses se construisent étape par étape. Je pense qu'aujourd'hui, parce que c'était une des questions que vous vouliez me poser sur la régulation aujourd'hui, est-ce que finalement, alors à terme, avec la disparition du numérique hertzien, avec l'apparition de plateformes SVOD, etc., la catch-up, est-ce que finalement, on n'est pas dans une dérégulation inéluctable d'une certaine façon, et donc nous, particulièrement en France, où on a un secteur extrêmement régulé, un écosystème très construit, très structuré, avec avec ses partisans et aussi aujourd'hui ses critiques, on s'aperçoit au fond qu'il y a encore des espaces pour réguler. Et que ce que je trouve très intéressant dans le vote du 10 septembre, c'est bien sûr le vote technique qui est intervenu sur des dispositions essentielles, comme effectivement l'obligation pour les plateformes de négocier des droits, le droit voisin des œuvres de presse, qui est un autre sujet, mais qui est quand même évidemment important. Et puis, d'une manière générale, la prise de conscience entre le 4 juillet, date funeste où il y a eu un premier vote négatif, et le 10 septembre, une prise de conscience salutaire. Donc je pense qu'il y a des moments, je ne sais pas si on a gagné une bataille ou une guerre, mais il y a des moments où il y a des moments essentiels dans la vie, si j'ose dire, où on sent qu'il y a un tournant. Je pense que le tournant de la régulation est prise. Et moi, ça ne m'étonne pas, parce que je suis plutôt pessimiste à court terme, je suis plutôt optimiste à moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que je crois que l'Europe et beaucoup d'acteurs européens, et c'est désespérant, manquent et ont manqué. Et ce n'est pas les sociétés d'auteurs qui donnent des leçons. On n'est pas, nous, responsables de la construction du paysage audiovisuel. Mais c'est qu'on a un manque d'innovation. Je reviens souvent là-dessus, sans vouloir jouer les anciens combattants. C'est quand même frappant. Se rappelle-t-on que dans la musique, et c'est lié quand même à ce que je suis en train d'expliquer sur le retard européen, on avait Fnac Mega et Fnac.com et Virgin Mega pour télécharger de la musique. À l'époque, c'est iTunes qui est arrivé. On faisait 2 clics, on avait une chanson. En France, on faisait 10 à 12 clics pour avoir une chanson. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la capacité de dénonciation par l'Europe, et en particulier en France, des méchants acteurs américains, je suis dedans et je l'accepte volontiers. Sauf qu'il y a un moment donné, au-delà de la régulation juridique et économique, dont je suis un peu comptable à l'ASCAM, puisqu'on est un des artisans de la promotion d'un certain cadre juridique et économique. Pour autant, on peut se poser des questions qui ne relèvent ni du législateur, ni de la régulation par un organisme quelconque, qui est simplement la capacité d'innovation. Aujourd'hui, on pousse des cris d'orfraie, ou plus exactement, la matière était là, mais le détonateur s'appelle Netflix. Avec Netflix, il y a une espèce d'effet comment dirais-je, de tsunami, mais que diable n'a-t-on pas eu des plateformes SVOD performantes ? Aujourd'hui, je suis très content de voir qu'M6, TF1, France Télévisions s'associent. C'est mieux de s'associer que de se diviser pour créer une plateforme. Mais que diable fallait-il qu'il y ait Netflix pour le faire ? Voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je suis toujours un peu pessimiste à court terme quand je vois la désunion qui existe en Europe, la difficulté des acteurs européens de s'unir. En revanche, je suis plutôt optimiste à moyen et long terme, dans la mesure où il me semble qu'il y a des réflexes qui se mettent en place. Directive SMA aussi, très important. On ne l'aurait pas dit. Alors 30% de voix européennes, il n'y a pas de quoi non plus. Je veux dire, tout le monde se gargarise, mais ça n'est que 30%. Et c'est sur la distribution. Et c'est sur la distribution. Mais enfin, il y a aussi l'application du pays de destination, etc. Donc l'Europe par moments, se réveille et a de bons réflexes. Mais diable, il faut passer par une période de crise où on a l'impression qu'on regarde passer tous les trains de l'innovation. Oui, mais justement, ça, c'est un petit peu quelque chose qui me perturbe depuis longtemps. Hervé, vous êtes un optimiste de long terme, vous venez de le dire, c'est une bonne chose, mais concrètement, quand on a une régulation, alors du coup, je vois Sébastien Soriano qui me regarde en me disant, mince, régulation, comment va-t-il se passer ? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une smart régulation, c'est-à-dire, comme vous le décriviez, une régulation qui conserve la capacité à innover et ne pas, à chaque fois, prendre le bras armé de la régulation quand on ne sait pas innover par ailleurs ? Mais je ne suis pas du tout hostile à ça. Je pense que d'abord, les régulations à caractère contractuel
par exemple, sont une bonne chose. On le fait de plus en plus. Il y a des débats, j'ai entendu ce que vient de dire Aurore Berger sur un sujet délicat où l'ASCAM n'a pas une position forcément toujours claire. On n'est pas toujours clair dans la vie. C'est la question de la production indépendante. C'est la question de la capacité des médias et des diffuseurs à mieux investir et avoir un retour sur investissement. C'est la question de France Télévisions qui n'a pas ses recettes par rapport à la BBC. Donc il y a des tas de questions. Ce que je crois, c'est que je suis d'abord... j'ai une approche peut-être un peu trop juridique des questions. On ne se refait pas. Mais pour autant, je crois que la régulation est nécessaire. Je crois aussi que quand on parle des obligations, par exemple, du secteur privé, qui est quand même un élément aussi important en ce moment que quand on parle de la régulation du service public. On a beaucoup parlé de la régulation du service public. Aurore Berger était là, je ne reviens pas là-dessus. Elle a fait un énorme travail sur des propositions qui concernent plutôt la régulation en général. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Nous, à la SCAM, moi, je veux bien qu'on vienne nous expliquer qu'il faut alléger, amoindrir, c'est pas le mot, mais peut-être rendre plus souple les obligations des chaînes privées. Je fais attention à ce que je dis. Mais en même temps, j'aimerais être sûr qu'on renforce le service public de l'audiovisuel. Tout ça est un tout. La régulation, pour nous les auteurs, qui sommes porteurs de la création et donc de la diversité, ce qui va compter pour nous, c'est que le paysage dans son ensemble soit extrêmement divers, que les auteurs puissent s'épanouir pour faire et pour créer des œuvres de toutes sortes, des œuvres grand public, des œuvres plus particulières. C'est ça qui est essentiel. Après, le moyen d'y parvenir, par tempérament, je suis assez pragmatique. Voilà, trouvons le meilleur moyen d'y parvenir à ce que cette diversité existe. Parce que je crois que c'est ça que les auteurs cherchent. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous défendiez entre, effectivement, les auteurs et les droits d'auteur et effectivement, dans la répartition entre producteurs et diffuseurs, et où dire il faut redonner de l'argent aux diffuseurs et aux Netflix qui, eux, créent et qui ont effectivement... Netflix fait vivre un nombre incalculable d'auteurs, et si France Télévisions avait une partie des droits qui lui revenait sur ce qu'il a investi, pourrait investir davantage dans la production. Vous êtes de quel côté du manche, finalement ? Je pense qu'on est très favorable à ce qui est une structure de producteurs indépendants dynamique. C'est très important pour la diversité. Je sais qu'on nous donne le modèle des pays, notamment anglo-saxons ou d'autres pays européens, où des diffuseurs ont beaucoup plus de moyens d'investissement en production parce qu'il n'y a pas la question des décrets TASCA pour faire court. Pour autant, je me situe un peu au milieu du gué. Je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire, je pense que le secteur de la production audiovisuelle est structuré de façon et pas peut-être assez structurée, que je suis sensible. Pourquoi je suis sensible et pourquoi c'est pas clair pour nous ? Je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous. La SCAM a deux partenaires dans la vie. Le partenaire des producteurs, parce que c'est avec les producteurs qu'on peut faire des bons films ou des œuvres de qualité, aujourd'hui, compte tenu de la structuration, et en même temps, on est redevable vis-à-vis des diffuseurs, et c'est pas la moindre des choses, que les diffuseurs continuent à bien vouloir nous verser des droits d'auteur. Et donc, nous avons deux partenaires importants. Donc, c'est trop facile de dire d'un seul coup, mais non, il serait illégitime que les diffuseurs aient le moindre retour sur leurs investissements, et inversement que les producteurs aient tout. Je dis donc que c'est un travail qu'il faut travailler sur le plan contractuel. Peut-être qu'il y a une certaine rigidité des décrets TASCA. Je ne le nie pas. C'est ça ma position. C'est pas de vous dire j'ai une solution toute faite. Je dis pas, il faut faire comme la BBC, parce qu'à un moment donné, chaque fois qu'on discute de quelque chose dans ce pays, il faut faire comme la BBC. Donc je ne sais pas s'il faut faire comme la BBC pour France Télévisions, et je ne sais pas, et je ne pense pas qu'il faille supprimer le tissu de production indépendante qui existe en France. Les producteurs indépendants font un travail formidable. Parce que j'ai bien vu l'étude aussi de NPA qui dénonce un peu, mon cher Philippe, la régulation à la française en disant que ça affaiblit les groupes français par rapport aux groupes européens. J'ai vu les chiffres. Je dis aussi qu'il y a un élément clé, c'est la diversité des programmes. Il ne suffit pas de rapporter de l'argent, il ne suffit pas que ça rapporte, hein, tout ça très bien, voilà, les EBITDA et autres, je suis tout à fait OK. Il faut que l'ensemble des entreprises qui interviennent dans le secteur soient rentables, évidemment, mais à un moment donné, il faut aussi assurer une très grande diversité. Je prends le documentaire ou le grand reportage que je connais bien à la télévision, parce que la SCAM représente les documentaristes et les journalistes. Vous avez quand même en France une diversité de programmes tout à fait remarquable. En documentaire, c'est un des seuls pays au monde où il y a autant de diversité. Ça ne veut pas dire que la BBC est parfois pas plus efficace pour vendre à l'international les documentaires qu'elle produit. Mais c'est pas exactement le même sujet. Voilà. Il y a le sujet de la création, le sujet juridique, et il y a le sujet économique. C'est pas forcément exactement la même chose. En France, on a du mal, par exemple, à exporter nos programmes audiovisuels. C'est pas lié uniquement à la structure de la production. Il y a une difficulté à vendre nos programmes. Il y a eu, alors c'est pas mon secteur, la crise de la fiction. Est-ce que c'était simplement parce qu'il y avait trop de producteurs indépendants, la crise de la fiction française ? Je suis pas sûr. Bon. Donc, il y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je sais pas si j'ai été clair, Enguerrand. Hein. Toujours pas.
Toujours pas, je suis désolé. Ben, Enguerrand. Je ne sais toujours pas ce que vous défendez. Ouais, mais parce que vous êtes journaliste, alors vous voulez que je fasse la petite phrase qui dira que le directeur de la SCAM ne veut pas de la production indépendante. Non, je souhaite la production indépendante. Je dis que sur la régulation, qui est un secteur que je connais bien, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, y compris dans le passé, je souhaite plutôt qu'on aille, Aurore Berger l'a dit, mais plusieurs ministres de la Culture le disent depuis plusieurs années, et je trouve que c'est une bonne chose, c'est d'aller vers des accords de contractualisation. Je n'ai pas, moi, la SCAM, la prétention de former une espèce d'oukase pour dire absolument il faut que ça soit comme ci ou comme ça. Je pense qu'il y a un problème, voilà, je suis convaincu, mais je dis que ça soit réglé plutôt de façon contractuelle, absolument. Ça veut donc dire que une partie de la vérité se situe dans l'adaptation aux usages. Une Et donc partie, une partie. Ben, on a bien dit une partie. On est au milieu sûr, du guet, et donc vous savez, une partie. Mais bien sûr, non, mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Bien sûr. C'est évident que quand vous avez des usages qui changent à ce point-là, vous devez en tenir compte. En même temps, il y a une question, par exemple, que j'ai un peu anecdotique, mais pas tant que ça. À la SCAM, on a chauffé nos neurones pour faire adhérer ou accepter dans notre répertoire des œuvres multimédia interactives. On s'est dit, on va être à la pointe, vous voyez, par exemple. Parce qu'on demande au service public, par exemple, de faire du multimédia. Donc, allons-y. Donc la SCAM s'est dit, formidable, là, on a un espoir que des auteurs se lancent dans l'œuvre multimédia interactive. Il y en a eu. Un des plus connus des auteurs est David Dufresne, avec beaucoup de qualité et de talent, mais ça en est resté là. Donc une des questions aussi qui se pose, c'est qu'est-ce qu'attendent les téléspectateurs ou les internautes. Je raconte souvent cette histoire, on peut faire un documentaire de 90 minutes sur l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, on peut peut-être faire 10 fois 6 minutes, je ne sais pas si c'est une bonne idée, sur YouTube. Voilà. Mais la question, c'est aussi celle-ci. Qu'est-ce qu'attendent les gens? Et quand on regarde les audiences, on voit bien que l'audience baisse sur la télévision linéaire, mais des programmes très classiques dans leur structure fonctionnent très très bien en replay ou en podcast. Donc voilà, vous avez des émissions très traditionnelles qui fonctionnent en podcast avec un rajeunissement de l'audience en podcast. Donc ne confondons pas aussi l'écriture soi-disant très innovante avec ce que vous dites sur l'usage, la manière dont je vais accéder à un programme de télévision. Quelqu'un parlait de Molotov, je ne suis pas là pour faire la pub de Molotov, mais c'est intéressant, le rapport à la télévision classique, au programme de télévision classique, simplement parce que c'est présenté comme finalement une plateforme de SVOD. Donc il y a les usages, et il y a aussi pour nous, c'est important, le fait de savoir si on va écrire différemment, si on va construire des œuvres différentes. On le verra aussi avec France Télévisions qui doit investir 120 millions dans le numérique. Donc on va voir aussi ce que ça donne. Mais ça, ce sera pour plus tard. Je vous dis, je viendrai vous revoir pour parler de ça. Oh ben vous pouvez rester avec nous. On posera la question à Delphine Arnaud tout à l'heure à partir de 15h30. Question justement, et pour continuer très rapidement sur cette question des usages, on le disait tout à l'heure, on est tout en même temps, on est consommateur de contenu en télévision, on est consommateur de contenu en ligne, on est auditeur, on est lecteur. Donc forcément, vous avez aussi affaire à des auteurs et à des créateurs de contenu qui doivent s'adapter à tous ces formats-là. Encore une fois, et en tenant compte du fait qu'on soit au milieu du guet, comment est-ce que vous envisagez ce futur des grandes convergences, tant en termes de créativité qu'en termes d'usage ? Vaste question. Je pense que, en tout cas, si je le place du point de vue des auteurs, encore une fois, la création n'est pas liée exclusivement à un usage. Il y a une audience et un usage, c'est vrai. On ne va pas construire une œuvre, entre guillemets, de la même façon si on a un prime de France 2 ou de TF1. Et puis, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire, par exemple, je mets entre guillemets web documentaires, mais des œuvres très fractionnées. Je crois que, de ce point de vue, la réforme française n'est pas inintéressante. Je pense que c'est le point intéressant. J'ai beaucoup de critiques sur la manière dont elle est menée, mais elle est intéressante sur un point. C'est de dire à un moment donné, on arrête de travailler en silo. France 2, France 3, voilà, on isole. Je fais un film pour France 3, je le fais pour France 2. Je trouve que l'idée de dire, on va commander des documentaires d'histoire, on va prendre des documentaires sur la culture et puis on verra où on le passe, comment on le passe. Je trouve que ça, c'est une démarche qui renverse bien la manière de travailler. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des auteurs qui disent, je fais un film pour France 3. Non, je fais un film sur, je sais pas, l'histoire du général de Gaulle ou sur la vie des éléphants. Je le fais d'une certaine manière avec ma touche et après, on voit où il va ce film. Et je crois que ça, c'est une vraie convergence. Donc, c'est moins de développer une multitude d'écritures différentes que d'avoir la capacité pour le diffuseur, celui qui le reprend, de savoir à qui il adresse, parce qu'encore une fois, on est auteur. Le diffuseur doit savoir à qui il s'adresse. Et donc, je pense que ça va modifier le rapport à l'écriture, forcément, ça va le modifier. Mais je veux dire, c'est aussi, et de ce point de vue, encore une fois, la réforme française n'est pas inintéressante, c'est une façon de renverser
le truc très classique de savoir pour qui on fait quelque chose, vous voyez, pour quelle structure, le public, mais aussi pour quelle structure. Une créativité et donc aussi une régulation optimiste sur le long terme. Voilà. Merci infiniment Hervé Rony, merci De rien. d'avoir Merci beaucoup. répondu à nos questions.